7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Maud Koffler. Bonjour Robert Ménard. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous avez fait réagir un certain nombre de Français et de personnalités politiques après avoir déclaré votre soutien à François-Xavier Bellamy. Pourquoi ce soutien, Robert Ménard, et surtout pourquoi l'avoir prononcé publiquement ? Parce qu'on m'a posé la question, tout simplement, parce que j'étais sur Sud Radio, vous connaissez Jean-Jacques Bourdin, et il aurait été capable de me poser 3 fois la même question, donc je me suis dit, je vais lui répondre dès le premier coup. Donc non, ça c'est une chose. Puis la deuxième chose, j'ai jamais caché mes sympathies personnelles pour François-Xavier Bellamy. C'est pas un soutien pour son parti, c'est un soutien personnel, parce que je lui trouve une droiture, une honnêteté, une franchise absolument incroyable par rapport souvent au reste de la classe politique. En plus, c'est quelqu'un pour qui j'ai de l'admiration. Et l'admiration, c'est pas pareil que l'amitié ou que la sympathie. L'admiration pour quelqu'un qui est capable à la fois de se battre sur un plateau de télévision face à ses adversaires politiques et en même temps de remplir un théâtre entier à Paris, vous savez, pour parler de philosophie sur des concepts qui peuvent paraître un peu loin de la vie quotidienne. Cette double casquette, ce double talent, je le trouve séduisant. Puis je le connais depuis des années. Il est capable il est capable de dire qu'il s'est trompé. Il est capable de dire pourquoi il fait une chose. Enfin bref, il a plein de qualités, voilà. Et au moment donné, vous savez, il faut choisir des gens. Hier, je regardais le débat. On a parlé de tout sauf de l'Europe. Donc, c'est pas les choix européens qui peuvent vous guider. Puis quand vous choisissez quelqu'un, c'est de mon côté de la vraie sympathie pour lui. Et puis, honnêtement, quand j'entends ou je regarde les autres, j'ai juste pas envie. Mais alors, en apportant votre soutien publiquement à François-Xavier Bellamy, vous aviez aussi apporté votre soutien au début de la présidentielle à Éric Zemmour. Vous n'avez pas peur de ce qualificatif de girouette, par exemple, ce genre de choses? Non, vous vous en fichez? Complètement. Mais alors, absolument, totalement. C'est ce que je pensais. Vous avez jamais changé d'avis, vous? Oui. Si. Moi, oui, voilà, on est tous pareils. Moi, Éric Zemmour, c'est mon ami. Je l'ai même aidé au départ au lancement de sa campagne. Et puis, j'ai vu monter un ton, une dureté, une façon agressive de faire les choses dans laquelle je ne me reconnais pas. Je lui ai dit 1 fois, 2 fois, 3 fois, il fait ce qu'il veut. Il n'a pas de compte à me rendre. Mais même chose, hier, moi j'aime beaucoup Marion. Hier, Marion Maréchal, évidemment. Je l'ai écouté hier sur le plateau c'était de CNews, je l'ai trouvé d'une agressivité. Je veux dire, on peut faire de la politique, on peut parler de choses graves, on peut parler de choses. Moi, j'ai des points communs avec eux sur l'immigration, sur l'insécurité, sur le bilan de Monsieur Macron, sans être, je veux dire, encore une fois, oui, d'une agressivité, d'une dureté que j'ai pas envie d'utiliser, parce que je pense que les gens, c'est déjà assez compliqué leur vie comme ça, les choix sont assez difficiles à faire, mais peut-être pas obligés d'en rajouter. Et ça, nos amis, mes amis ou mes ex-amis, je sais pas comment il faut dire, le partagent avec l'extrême gauche. C'est terrible, terrible, terrible. J'ai pas envie de faire de la politique comme ça. Peut-être parce que j'ai appris comme maire, je suis maire depuis 10 ans maintenant, qu'il faut être attentif aux gens, il faut leur dire qu'on n'a pas réponse à tout, qu'on ne sait pas tout. Je suis ébahi de tous ces politiques qui ont des réponses à tout. Vous savez tout, surtout vous, moi non. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Et c'est comme ça. C'est intéressant ce que vous dites parce que en fait vous connaissez un petit peu tout cet univers politique. Je ne sais pas si vous connaissez personnellement aussi Jordan Bardella. Vous avez peut-être. Oui, bien sûr. Oui, donc Marion Maréchal, sûr, Jordan Bardella, François-Xavier Bellamy, vous êtes un petit peu au cœur de cette union des droites presque. Est-ce que c'est un désir pour vous d'ailleurs de former cette union des droites un jour? Écoutez, vous vous rappelez, on s'est beaucoup battu. On avait fait même des rencontres il y a quelques années à Béziers autour de ça, au stade droite. Vous vous rappelez, on avait fait ça. Il y avait des gens d'un peu partout. Honnêtement, là, il faut arrêter, quoi, parce que c'est impossible de les mettre autour d'une table. Vous avez vu, même, honnêtement, hier, j'ai écouté le débat, ou avant-hier, tous les débats, sur tout un tas de points entre Marion Maréchal et Jordan Bardella. Il faut aller chercher à la loupe les différences, quand même. Et malgré ça, ils n'arrivent pas à s'entendre. C'est une dispute continuelle. À l'intérieur même de Reconquête, entre Marion d'un côté et Éric Zemmour de l'autre, pareil, c'est des combats sans arrêt. On sent bien qu'ils sont pas d'accord et que tout ça va exploser après les élections européennes. Honnêtement, on a besoin aujourd'hui
de se retrouver. On a besoin d'apporter des réponses, comment vous dire, des réponses de bon sens. Alors, ça fait un peu recette de grand-mère, le bon sens, mais c'est ce que je pense. Je pense qu'il y a tout un tas de questions où on pourrait s'entendre. Il y a des arguments qui sont, je sais pas, moi je vote pas à gauche, mais je trouve que M. Glucksmann, sur les questions de l'Ukraine, par exemple, c'est lui qui a les positions, me semble-t-il, à la fois les plus affirmées, c'est lui, me semble-t-il, qui a raison. Et en même temps, je l'ai dit hier dans d'autres médias, qu'il refuse d'aller débattre sur CNews, ça dit, vous savez, l'espèce de comment vous dire, de dogmatisme, de sectarisme de la gauche. Voilà, je suis pas sûr qu'ils viennent chez vous répondre à vos questions. Et je trouve ça un peu pitoyable. On l'invitera. On va parler un petit peu d'actualité. Oui, invitez-le, il faut inviter tout le monde. Ah il faut oui, inviter, absolument. Mais on essaye, figurez-vous. Robert Ménard, on va parler un petit peu de votre actualité aussi. Vous avez pris un arrêté municipal il y a quelques mois, semaines, instaurant un couvre-feu pour les moins de 13 ans dans votre ville. Un arrêté qui vous a valu d'être poursuivi par la Ligue des droits de l'homme. Vous en êtes où ? On a gagné en première instance. Donc c'est déjà une bonne nouvelle. Mais attendez, ils ont déjà fait tout de suite appel et on va passer devant le Conseil d'État. Ah oui. Écoutez, tout à l'heure, je vous parlais de mesures de bon sens dans ma ville, mais à part 4 politiques, en l'occurrence 4 responsables politiques d'extrême gauche ou écologistes, demander aux gens dans la rue s'ils trouvent pas normal, évident, que des enfants de moins de 13 ans soient pas tous seuls à 2 heures du matin dans une rue. Oui. Enfin, d'abord, c'est dangereux pour eux, madame. D'abord pour eux. Avant de se poser la question de ce que des bandes de jeunes peuvent causer comme souci, c'est d'abord les protéger que de faire ça. Personne dans la rue ne me l'a jamais reproché, à part une poignée de politiques. Et est-ce que là-dessus, on pourrait pas s'entendre? Est-ce que là-dessus, on pourrait pas arrêter de se déchirer? Moi, je dis pas que c'est la solution. Je dis, faisons une expérimentation, voyons sur 1 an, 2 ans, on en tire des conséquences et on se dit c'est bien ou c'est pas bien. Nous, on l'a fait à moins de 13 ans, vous savez, parce qu'à partir de moins de 13 ans, vous avez une irresponsabilité pénale. C'est-à-dire, par exemple, vous pouvez pas aller en prison, sauf dans des affaires de crime et tout. Mais peut-être qu'il faut le faire avec les moins de 15 ans ou de 16 ans. Je n'en sais rien, j'ai pas de réponse à ça. Je pense qu'il faut tester et voir si c'est possible. Vous vous rappelez, je l'ai proposé, moi, il y a 10 ans, j'avais déjà perdu avec la Ligue des droits de l'homme. J'espère que ça va changer cette année. C'est comme l'uniforme à l'école. C'est pareil. L'uniforme à l'école, je pense que c'est quelque chose de positif. Par exemple, ça gomme, pas totalement, mais ça gomme en partie les différences sociales de richesse des parents. Et rien que pour ça, je trouve que c'est plutôt sympathique. Et en plus, comme on les offre aux gens, c'est des économies pour les familles les plus pauvres de ma ville. Là encore, alors là, Monsieur Attal a eu raison de le proposer quand il était ministre de l'Éducation nationale. On va faire ça pendant 2 ans et on va en tirer des leçons. Si ça sert à rien, on arrêtera. Peut-être que ça a des aspects positifs, on continuera. Et encore une fois, moi, je n'ai jamais dit, par exemple, ni pour le couvre-feu en termes de sécurité, ni pour l'uniforme en termes d'école, que ça allait régler tous les problèmes. Je suis pas assez crétin pour le penser. Je pense pas que l'uniforme, ça va régler le problème, je sais pas, du nombre d'enfants dans les classes, du fait que les enseignants, il y ait peu de vocation d'enseignants maintenant. Il y a plein de questions qui se posent. Mais ça pourrait régler quelques petites questions. Si ça aurait quelques petites questions, c'est déjà pas si mal. Oui, puisque vous avez instauré le port de l'uniforme dans 4 établissements, je crois, à Béziers. Quel bilan faites-vous, là, aujourd'hui, de cette initiative ? D'abord, le premier bilan, c'est un truc hyper sympathique. C'est la fierté que les enfants ont de porter leur uniforme. Je les vois parce que je les croise en ville, figurez-vous, évidemment. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est pour les parents. Honnêtement, ça règle quelques petits problèmes. Quelques problèmes d'abord d'argent. On achète, pour un certain nombre de familles, je le disais, des vêtements gratuitement, c'est pas rien. Ils les auront de nouveaux vêtements en septembre, puisque ça change chaque année. Et puis, moi, je suis père, évidemment, vous vous en doutez. Et donc, je me souviens de mes enfants et surtout de ma fille, en l'occurrence, les disputes le matin pour qu'elle s'habille, où il fallait qu'elle choisisse pas, tout ça est réglé. Voilà. Et en plus, au départ, vous aviez dans les écoles, dans les 4 écoles. Pourquoi 4 écoles? Parce que l'État nous a demandé de le limiter à 4 écoles. Sinon, on l'aurait fait dans plus d'écoles, bien sûr. J'ai vu au début, vous aviez 70 à 75% des parents et des enfants qui étaient favorables. Aujourd'hui, j'ai fait le compte, sur 700, je crois qu'ils sont en gros 730 enfants, vous savez, dans ces 4 écoles, je pense qu'il y en a 3 qui ne le portent pas.
Ah oui. Et pour des raisons médicales, vous savez, à cause de la qualité du tissu et tout ça, ça, ils supportent que certains types de tissus, enfin bref, peu importe. Voilà, c'est vous dire à quel point c'est unanime, cette mesure. Et là encore, il s'agit pas de régimenter les enfants, il s'agit de se dire, est-ce que ce qui existe d'ailleurs dans une partie de la France, je vous rappelle que les territoires d'outre-mer, Nouvelle-Calédonie par exemple, dont on parle beaucoup, il y a un uniforme pour les écoles. Ce qui marche dans tout un tas de pays et une partie de la France d'outre-mer, est-ce que c'est pas une bonne idée de l'appliquer ici? Là encore, on verra. Je suis pas obtus, je suis pas sûr de moi, je suis pas sûr de ces réponses-là. Essayons. Alors Robert Ménard, j'aimerais vous parler d'un autre sujet en kit Béziers, la liste de l'Algérie adressée à la France, comprenant un certain nombre d'objets et de trésors à rendre. Il y a un sujet un peu redondant, pesant sur la colonisation, sur la guerre d'Algérie. D'abord, votre avis sur ces réclamations algériennes, est-ce légitime, selon vous, Robert Ménard? Écoutez, alors là, vous êtes sur un point sensible. Vous savez, je suis né en Algérie. Je suis né en Algérie, je suis pied noir, comme on dit. Je suis rentré, j'avais 9 ans en Algérie. Donc, l'Algérie et la guerre d'indépendance pour les Algériens, la guerre d'Algérie tout court pour les pieds noirs que je suis, pour le pied noir que je suis, ça a été une espèce de traumatisme pour ma famille et évidemment pour moi. J'ai baigné là-dedans tout le temps. Donc je me méfie de mes réactions. Vous avez compris, c'est pour ça que je le dis, parce que je pense que je suis pas d'une grande neutralité sur ces questions-là. Et donc j'essaye de faire la part de ce que je ressens comme ça spontanément si je vous répondais et garder un tout petit peu de raison par rapport à ça. Ce que un certain nombre de pays demandent à récupérer un certain nombre d'objets, ça me scandalise pas en soi. Il y a plein de pays africains, vous savez, qui l'ont fait. Ça, c'est une chose. Le problème, c'est que avec l'Algérie, c'est pas ça le type de rapport. C'est pas des rapports constructifs. Écoutez, on essaye dans un musée de mettre tel ou tel document. Au fond, ça me choquerait pas plus que ça. Le problème, c'est que c'était tout le temps sur le thème de la revanche. La guerre d'Algérie, la guerre d'Algérie et les événements jusqu'en 1962, c'est le fonds de commerce du pouvoir algérien. Le pouvoir algérien, Dieu sait qu'il a des problèmes. Chaque fois qu'il a de vrais problèmes, il vous reparle de la guerre d'Algérie. Vous savez, comme si ça lui permet de se relégitimiser, alors que c'est un échec total. Ce pays aujourd'hui importe absolument tout alors qu'il est riche de pétrole. Sa jeunesse, dont on nous dit et on nous rabâche les oreilles en nous disant oui, elle est là, elle déteste l'ancienne colonie, les campagnes contre la France et tout. Où ils ont envie d'aller les Algériens? Où ils ont envie d'aller? En France, pardon, madame, en France. Les dirigeants algériens, on a eu un certain nombre, après, ils crachaient à la figure de Paris, ils venaient se faire soigner dans les hôpitaux parisiens. C'est-à-dire, cette espèce de double discours, il est insupportable. Alors, oui, essayons de discuter et de voir ce qu'il en est d'un certain nombre de ces demandes, mais je n'ai aucun doute, sur l'arrière-pensée, sur la possibilité de discuter. Vous avez vu, Monsieur Emmanuel Macron, moi, il m'avait reçu avec d'autres pieds noirs et beaucoup de pieds noirs d'ailleurs, à l'Élysée, j'y étais allé, il plaidait, vous vous rappelez, pour qu'on mette des historiens ensemble, historiens français, historiens algériens, pour essayer d'avoir une vision apaisée, disait-il, de la guerre d'Algérie. Vous avez entendu parler de ce travail, ça débouche sur rien. Moi, j'en connais des historiens qui me disent que c'est impossible de travailler, impossible. Qu'on est d'un côté avec un travail sérieux, qu'est-ce qu'il y a eu, qu'est-ce que la colonisation a apporté de positif, qu'est-ce qu'elle a apporté de négatif, qu'est-ce qui s'est passé pendant la guerre d'Algérie, les massacres et tout ça. Tu peux pas, parce que d'un côté, tu as une rhétorique revancharde et une rhétorique politique. La guerre d'Algérie, encore une fois, c'est ce qui permet au gouvernement algérien de ne pas avouer son échec depuis des dizaines d'années. Bien, merci beaucoup Robert Ménard. Je rappelle que vous êtes maire de Béziers. Merci d'avoir accepté notre invitation. À très bientôt. À très bientôt sur Radio Courtoisie.